Ce programme vous est proposé par Osiris, cabinet de coaching et de formation en intelligence de soi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marc Joget et vous écoutez Chiche, le podcast où l'on s'interroge sur le nouveau leadership dont le monde a besoin. Ici, on questionne notre contexte professionnel qui se transforme. L'occasion de sortir des recettes traditionnelles qui ne fonctionnent plus et de faire un pas supplémentaire au service d'un leadership unique, personnel et aligné. 2 fois par mois, je partage avec vous mes rencontres avec des hommes et des femmes inspirants. Ces hommes et ces femmes sont des dirigeants d'entreprise, des experts, des entrepreneurs, qui tous, dans leur vie professionnelle, interrogent leur singularité et challengent leurs habitudes. Ils et elles ont accepté de partager leurs expériences, et avec eux, je vous propose de questionner nos fonctionnements et de revisiter notre leadership. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de transformation, de connaissance de soi et de relations aux autres, mais aussi du courage nécessaire pour mettre nos valeurs en action et faire nos choix en conscience. Vous écoutez Chiche, soyez les bienvenus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chiche. Aujourd'hui, on enregistre à Courbevoie, à 2 pas des sièges sociaux et des tours de la Défense. Et comme je suis très sensible au lieu et que je crois qu'il raconte quelque chose de ceux qui les habitent, j'avais envie de vous décrire l'endroit où nous sommes pour commencer. Alors ici, il règne à la fois une ambiance studieuse et confortable. Le bureau est bien rangé, rien ne dépasse, tout est bien classé. Des petites fiches pleines de notes sont bien rangées sur la droite, le poids-crayon est sur la gauche. On devine que l'endroit est fait pour travailler et que l'organisation, l'efficacité font partie du personnage. Et puis aussi quelques fauteuils, un canapé, des coussins pour nous mettre à l'aise, un papier peint très coloré et un paperboard tout neuf avec des feutres. En fait, dès qu'on rentre dans ce bureau, tout nous indique que tout est prêt et qu'on peut commencer à travailler. Et c'est ce que j'ai ressenti aussi quand on s'est assis l'un face à l'autre avec mon invité devant ses micros. Il m'a adressé un sourire complice, vous voyez, un peu comme s'il voulait me rassurer, me dire qu'il était prêt et que ça allait bien se passer. Alors que généralement, c'est plutôt moi qui dois parfois rassurer mes invités. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Bruno Thévenin, ancien directeur général de PepsiCo en France et dirigeant associé de Osiris Conseil. Une entreprise un peu particulière qu'il a rachetée avec 2 associés il y a quelques années et qu'il développe aujourd'hui à 100 à l'heure. Bonjour Bruno. Bonjour Marc. Alors j'ai décrit en quelques mots l'ambiance là avec mes mots dans ton bureau. Ce mélange là de sérieux, de préparation, mais aussi de fantaisie, c'est toi ? En tout cas, c'est une partie de moi. C'est certain, oui, j'ai un côté discipliné, rigoureux, efficace que j'ai éprouvé tout au long de ma vie professionnelle, mais j'ai aussi travaillé la volonté de laisser aller, d'écouter, de manager les silences. Dans chaque épisode de Chiche, on a l'habitude de laisser l'invité se présenter lui-même. Je vais donc te laisser te présenter en quelques mots, et si tu veux bien te présenter en particulier en détaillant la transition entre tes 2 vies professionnelles. Alors, écoute, d'abord je suis marié, j'ai 2 enfants et une petite fille, et ça c'est bien le plus important. Je suis né en Champagne, fils de commerçant, et je suis tombé dans le monde de l'entreprise par hasard. J'ai fait une école de commerce et je suis arrivé chez Unilever, puis très vite je suis passé chez PepsiCo, au moment où PepsiCo se lançait en France. Avec un parcours assez classique où je fais du commercial et du marketing de façon alternative tout au long de ma vie, jusqu'à prendre une direction commerciale France, direction marketing France et Europe. Et j'ai été directeur général de Tropicana Europe, les jus de fruits, puis directeur général du groupe PepsiCo France pendant plus de 5 ans. Tout au long de cette carrière, j'ai continué à me former, à apprendre. J'ai fait un executive MBA à HEC et juste après, je me suis rendu compte que les hard skills c'était bien, mais je voulais un peu me confronter aux soft skills et j'avais déjà la volonté de travailler sur moi-même. Et il n'y a pas d'école pour ça. Alors je me suis inscrit à une université, l'université de Nanterre pour faire une formation de psychologue. Et j'ai reçu des bouquins qui faisaient à peu près 500 pages chacun, écrits tout petit. Et à l'époque, j'étais directeur marketing. Je me dis, ça va pas le faire. Donc je me suis inscrit chez Osiris déjà à l'époque, qui intervenait chez PepsiCo pour coacher le comité de direction. Et j'y ai fait une formation de coach professionnel pendant 2 ans, en parallèle de mon activité de directeur marketing. Et ça m'a en grande partie transformé. J'ai appris beaucoup sur moi-même. Ça a changé mon leadership, ça a changé l'image que j'avais de moi-même. Et ça a changé mes interactions avec les autres. J'ai continué mon bonhomme de chemin.
toujours chez PepsiCo. Ça marchait bien, on était Great Place to Work, top employeur, numéro 1 dans les 2 dernières années de mon mandat. Et j'ai pris la décision de quitter PepsiCo et plus généralement le monde de l'entreprise pour m'y consacrer différemment, puisque j'ai racheté Osiris, justement, un cabinet de coaching qui a contribué à créer le métier il y a 35 ans, notamment en mettant en place le MBTI en France, puis le CCTI, puis l'intelligence de soi. Et j'ai eu la volonté de continuer à travailler sur la notion de leadership, mais à intervenir avec un regard extérieur. Et dans cette transition, voilà, j'ai pris du temps pour moi. J'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle pendant 2 mois. Et ça m'a beaucoup apporté aussi en termes d'introspection. Ah, d'accord. Donc, en fait, la connaissance de toi, elle était déjà présente. En tout cas, c'est déjà un sujet que tu commençais à travailler même avant de faire cette transition et de racheter Osiris et de te consacrer au métier de coach. J'ai fait plusieurs analyses avec des psychanalystes freudiens, jungiens. Oui, la conquête de son libre arbitre, travailler sur une plus grande lucidité de soi et donc des autres, c'est quelque chose qui m'anime depuis très longtemps. Bon, écoute, merci en tout cas pour cette présentation et bravo pour ce parcours. Et en fait, c'est une transition parfaite pour discuter aujourd'hui de leadership et de connaissance de soi. Ça fait un lien évident avec le thème de l'épisode. L'idée de dédier un épisode justement de Chiche au leadership et à la connaissance de soi m'est venue l'autre jour dans le TGV en lisant un article de Harvard Business Review. En fait, c'est le genre de lecture que je réserve pour les moments calmes là, dans le TGV. Et sur cet article, sur le leadership justement, cet article mentionnait une étude réalisée auprès de 75 membres du comité consultatif de l'université de Stanford. On leur a passé un questionnaire et il y avait une question notamment sur les aptitudes essentielles que les leaders devaient cultiver. Et leur réponse a été quasi unanime et ils ont tous cité en numéro 1 la connaissance de soi. Et donc ça, bien sûr, ça m'a parlé. Comme tu le sais, on a eu l'occasion d'en parler aussi ensemble en préparant cet épisode de podcast. Ça fait longtemps que je suis persuadé que le leadership commence par la connaissance de soi, par la capacité de faire des choix en conscience. C'est aussi parfois le cas de certains dirigeants qu'on accompagne, toi et moi peut-être, avec notre casquette de coach professionnel. Certains, malgré leur expérience, semblent ne pas connaître vraiment leur fonctionnement propre. Or aujourd'hui, on voit que toutes les recettes toutes faites, tous les livres, tous les bouquins, tout ce qui semble être un peu prémâché, tout préparé, qui pouvait fonctionner peut-être encore il y a un moment, en fait ça marche plus. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une exigence forte d'authenticité de la part de tous envers les dirigeants. L'expertise ne suffit plus, le leader n'est plus le sachant. Je crois que c'est toi un jour qui avais parlé du renversement de la présomption de compétence. Donc tu pourras peut-être revenir là-dessus. Voilà, pour assumer ses responsabilités et exercer son rôle auprès de son équipe, il faut trouver d'autres leviers. Il faut inspirer, il faut être soi-même. Enfin, bref, faut bien se connaître. C'est pourquoi je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui, Bruno, car ton parcours illustre de façon évidente le lien entre leadership et connaissance de soi. Et ton avis, bien sûr, m'intéresse. Merci. Écoute, oui, c'est vrai que, comme tu y as fait référence, on a tous lu ou été attirés par des livres ou des prêches, on pourrait presque dire ça, qui nous donnaient l'équation du bon leader. Et très souvent, il y avait des éléments hyper intéressants, mais très personnels en fait, parce que comme toujours, on veut calquer la notion de leadership à un modèle qui devrait s'imposer à tous. Or, moi, ma conviction, c'est que chacun a son propre modèle de leadership qui est tout aussi intéressant que celui du voisin. La preuve en est d'ailleurs, c'est qu'il ne peut pas y avoir un modèle de leadership type, puisqu'on ne peut pas être un bon leader adapté à une start-up, comme un bon leader pour une entreprise industrielle qui fait des trains, comme un leader qui fait une multinationale ou qui gère une PME familiale dans la technologie ou dans l'agroalimentaire. Donc il y a bien des modèles de leadership qui sont adaptés à des secteurs d'activité ou à des stades de développement. Or tous ces modèles, on les a à l'intérieur de nous, mais déjà, le plus important, c'est de comprendre quel est notre style de leadership naturel. Et c'est ça, sans doute, qui m'a conduit à ma reconversion et qui me passionne aujourd'hui. Aider chacun à se comprendre, pour comprendre quel est son leadership et se donner accès au mode de leadership dont il aura besoin tout au long de sa carrière.
On voit bien qu'on rencontre aujourd'hui un monde complexe. On me rappelle le monde VUCA, avec cette ambiguïté, cette volatilité, ce côté incertain, qui fait que il y a beaucoup de leaders dans les entreprises, quel que soit leur niveau, qui sont quand même en situation de souffrance. On dit souvent maintenant, les gens ne veulent plus manager. Moi, j'ai managé, j'avais 23 ans, j'ai adoré ça, je l'ai fait toute ma vie. Mais pourquoi ? Parce qu'on se retrouve très vite dans des injonctions paradoxales, où on veut tout le temps au même endroit, et ça crée énormément de souffrance chez les cadres. Il y avait une étude de Great Place to Work, là, dernièrement, qui montrait que 70% des membres de comités de direction en France estimaient que l'entreprise pouvait nuire à leur santé mentale. Alors que l'entreprise, c'est une formidable aventure humaine, c'est là où on se développe, c'est là où on apprend. Donc il y a bien un sujet de leadership dans l'entreprise que l'on doit adresser par justement la compréhension de soi en tant que leader déjà, pour exercer son pouvoir de façon vertueuse. Parce que ça, c'est un deuxième élément qui me tient à cœur, c'est que, on ne peut pas obliger les gens à apprendre sur eux-mêmes. C'est difficile de demander à chacun de faire un travail sur soi, mais on doit l'exiger d'un leader. Parce qu'un leader, il a un pouvoir, et que ça lui donne des droits et des devoirs, notamment le devoir, c'est de l'exercer de façon vertueuse. Donc, je suis un fervent défenseur que dans tous les projets RSE des entreprises, on mette en obligation que chaque leader de boîte se fasse accompagner pour se libérer de ses biais notamment. Quelle ambition, super. Il y a du boulot. Il y a du boulot, mais en tout cas, pour que chacun puisse déjà démarrer dans cette démarche de connaissance de soi, d'accompagnement, est-ce que, avant de rentrer dans des cas un peu plus concrets de la vie professionnelle, est-ce que tu as, toi, une approche, des outils, une matrice, enfin comment on peut rentrer, comment on peut faire ses premiers pas dans cette connaissance de soi et commencer à décoder son fonctionnement? Il y a 1000 clés d'entrée en fait. On peut démarrer par de la philosophie, on peut démarrer par la littérature qui s'intéresse beaucoup au sujet, ne serait-ce qu'en lisant la description des différentes personnalités chez Balzac, chez Zola, chez Dostoïevski. Tu peux faire une analyse. Tu peux rencontrer un coach et avoir bénéficié d'un coaching dans le cadre de l'entreprise. Ce qui est important, c'est cette volonté personnelle de se dire que j'ai ma propre singularité et que si je la prends en compte et si je la comprends, alors je comprendrai la singularité des autres. C'est à la fois très intérieur et très extérieur. Donc c'est un pas de côté et une capacité à se regarder, à voir ses angles morts, à comprendre que c'est pas parce que je pense comme ça que c'est forcément la vérité. C'est Pirandello qui disait à chacun sa vérité. J'ai mis 10 ans à le comprendre. Maintenant, j'ai compris que oui, il y avait des fois où je pensais ça, mais c'était ma vision à moi. Mais il y en a d'autres qui ont une perspective différente qui est tout aussi pertinente. Et avant qu'on détaille quelques situations dans l'entreprise, là, je lisais un article sur le MBTI récemment, qui est de plus en plus développé, qui est un des outils qui permet en tout cas de rentrer, de comprendre, enfin d'accéder à un premier niveau de décryptage de soi-même. C'est quelque chose que tu utilises, et puis si oui, comment tu t'en sers, parce qu'on parle beaucoup de ce genre d'aide. Alors moi je suis tombé dedans il y a 20 ans, lors d'un premier coaching où effectivement j'avais passé le MBTI avec Osiris, puisqu'Osiris était le distributeur du MBTI en France. On a formé plus de 3000 personnes. En fait, tout ça, c'est les travaux de Carl Gustav Jung, qui est un psychiatre suisse-allemand qui, avec Freud, a cofondé, on va dire, la psychologie moderne. Et à travers ses travaux, notamment les profils psychologiques qu'il a écrits en 1921, il nous donne les clés de la compréhension de notre fonctionnement cognitif. Et c'est passionnant, parce que parler de soi, parler des autres, c'est compliqué. Derrière chaque mot, on peut avoir une acception différente. Là, il nous donne des concepts qui peuvent devenir un langage commun et avec lequel on peut apprendre à se connaître dans notre complétude. Ce qui est passionnant chez Jung, c'est sa notion de chemin d'individuation, qui est l'idée que on est avec une préférence. On va prendre notre stylo de la main droite ou de la main gauche, et que cette préférence devient notre pilote automatique tout au long de notre vie. Le problème, c'est que si nos préférences cognitives prennent le stylo de nos vies de la même façon que notre main droite prend notre stylo ou notre main gauche, ça pose question. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une partie de nous qui est aux commandes. Donc,
Comprendre ça, comprendre quelles sont mes préférences, pour ensuite aller chercher et activer mes non-préférences, c'est activer mon potentiel. Et c'est la base du coaching. Le coaching, c'est la conviction que chacun a en lui, la diversité qu'il y a à l'extérieur, et qu'il peut du coup potentialiser des ressources au service de ce qu'il affronte, des besoins qu'il a tout au long de sa vie. J'aime bien ton idée de pilote automatique parce que moi j'aime bien faire de la voile et c'est quelque chose qu'on utilise aussi. Mais ça me parle aussi parce qu'en fait c'est quelque chose de facilement accessible et on prend l'habitude de toujours fonctionner de la même façon. Et ce que je comprends, c'est que tout l'enjeu, c'est aussi de retrouver sa main gauche ou sa main droite, en tout cas son autre main, et de pouvoir accéder à ces ressources qu'on a parfois un peu au fond de nous et qui ne sont pas faciles à trouver parce que justement, on n'a pas fait l'effort d'aller les découvrir. En fait, si je ne sais pas que je suis droitier, si j'en ai pas conscience, si je le vois pas, mais d'un point de vue cognitif, je vais pas m'intéresser à la main gauche. C'est pire que ça. C'est-à-dire que on le voit bien aujourd'hui, il suffit de regarder l'actualité, on a des biais. En fait, la majorité qui partage la même préférence, prenons les droitiers, va créer une norme qui est que, comme on regarde le monde de notre main droite, on considère que être droitier, c'est normal. Du coup, s'il est droitier, c'est normal, être gaucher, c'est pas normal. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On discrimine. On va pousser les gauchers à écrire de la main droite pendant des siècles. Et dans le langage populaire, on va dire que quelqu'un qui est malhabile, il est gauche, il est maladroit. Et c'est quand même... C'est pour montrer à quel point notre cerveau atteint ses limites dans le monde dans lequel on vit. Mais c'était bien fait. C'est-à-dire que la nature nous a donné des préférences cognitives parce que il fallait qu'on soit efficace, sinon on ne serait pas là pour en parler. Si on se posait tous les matins la question « est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça ?», on aurait été bouffés. Et c'est peut-être les pieuvres qui domineraient le monde, mais on ne serait pas là. Donc c'est bien, mais cette préférence cognitive très efficace, naturelle, me limite. Mais plus que ça, elle est la source de mes biais, de mes jugements. Et c'est celle qui va faire qu'on va s'opposer, on va discriminer. Et donc, s'en libérer, c'est prendre conscience de son potentiel et rendre possible l'interaction aux autres en acceptant leur propre singularité. Tous les jours, le monde se polarise parce que tous les jours, les gens s'enferment dans leurs préférences. Et quand tu disais tout à l'heure que, selon toi, chaque dirigeant avait un devoir, vous devez être forcé un peu de faire ce travail-là, c'est justement pour se libérer de cette tendance à rester dans ses préférences et d'être un leader plus ouvert, ou en tout cas on dirait peut-être aujourd'hui plus inclusif. Et ça nous emmène dans le monde de l'entreprise. Concrètement, si on regarde la vie professionnelle d'un dirigeant aujourd'hui, la liste des situations qui demandent de décider, qui exigent une prise de recul, c'est sans fin en fait. C'est justement le job du dirigeant, non, de gérer ces situations-là. On nous a appris, surtout en France, mais pas seulement, et on a fourni des élites de génération en génération avec l'idée, la conviction qu'ils devaient savoir. Et en fait, c'était le savoir qui créait la compétence et qui créait le pouvoir. Aujourd'hui, c'est plus possible. D'abord, le savoir, il est de plus en plus complexe, il croît de façon exponentielle, et il est disponible pour tous sur Internet. La question, c'est plus de savoir, la question, c'est de savoir poser les bonnes questions, d'écouter, et de créer autour de soi des équipes assez diverses pour avoir des perspectives nuancées, contradictoires, qui créent cette diversité. Si je ne suis pas conscient de ma singularité, comment je peux être conscient de celle des autres ? On parle beaucoup d'intelligence collective, mais personne n'en fait. La réalité, c'est que j'ai fait un travail sur moi. Je sais que ma perspective naturelle, c'est celle-ci. D'ailleurs, il y a un adage populaire qui dit « chasse le naturel, il revient au galop ». Donc, quoi que je fasse, de toute façon, le matin, quand je me lève, j'ai plutôt tendance à faire comme ça et à voir le monde comme ça. Et si je ne reconnais pas que d'autres puissent le faire différemment, eh bien, je ne vais pas promouvoir cette diversité. Donc, il faut qu'il y ait aussi un effet volontaire de promouvoir la diversité consciemment. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que la connaissance de soi, elle supporte le leadership à la fois sur un côté personnel, c'est mon leadership, ma façon d'inspirer, de mener les équipes, mais aussi sur un côté, tu parles d'intelligence collective, mais de l'équipe elle-même. En fait, on voit que c'est sur ces deux piliers que la connaissance de soi peut favoriser le leadership. Sur le premier, sur cette capacité d'un dirigeant à gérer, alors je crois que tu disais les injonctions contradictoires, est-ce que tu as un exemple qui a été peut-être le tien
dans ta carrière ou alors que tu vois régulièrement en accompagnant les dirigeants qui peut illustrer en fait cette gymnastique ou en tout cas cette habilité à gérer ces contradictoires? Oui, alors avant peut-être je vais revenir sur quelques éléments qui définissent en quoi la connaissance de soi développe mon leadership et je vais te donner des exemples. C'est vrai que d'abord prendre conscience de ce que je suis dans mes préférences cognitives et au-delà, culturelles, c'est tout simplement comprendre mes zones de confort, mes zones de talent. Ce qui fait que je suis arrivé là aujourd'hui. Ça me permet aussi de comprendre du coup mes zones d'inconfort. C'est aussi un élément extrêmement important et qui fait que, à un moment donné, il y a des moments où, dans ma vie professionnelle, j'ai senti que là, c'était plus difficile. J'avais moins de résultats. Ça permet également, tout simplement, de dépasser mes biais, mes jugements, la vision dogmatique que je peux avoir du monde et m'ouvrir aux autres. Ça permet de surmonter nos croyances limitantes, de mobiliser nos ressources inexploitées. Ça permet aussi de trouver sa juste place, sa raison d'être. On le fait beaucoup dans les coachings de transition. Et ça permet justement de sortir des injonctions paradoxales. Parce que moi, je l'avais vécu, j'ai fait mon mémoire de coaching sur leadership et injonctions paradoxales, comment on peut concilier les paradoxes. Et ça, c'est très jungien. On a tendance tous à avoir un prisme, quelque chose qui fait qu'on va avoir une préférence pour l'un ou l'autre. Exemple, exigence et bienveillance. Il y a beaucoup de boîtes qui sont dans l'excellence. Mais quand elles sont trop dans l'excellence, elles vont tomber dans la brutalité. Et il y a des boîtes qui sont très dans la bienveillance. C'est formidable la bienveillance, c'est aussi formidable que l'exigence. Mais quand on est trop dans la bienveillance, on tombe dans la complaisance. Voilà, manager ça, si mon prisme c'est l'exigence, je vois pas la bienveillance comme un sujet. Si mon prisme c'est la bienveillance, je vois pas l'exigence. Mais c'est vrai pour discipline et autonomie, process et esprit d'entreprise, court terme, long terme, global, local, performance et développement durable. On oppose toujours les choses. Pour moi, la définition d'un leader, c'est de concilier ce que les gens opposent. La question, c'est quand je dois être exigeant, quand je dois être bienveillant, à quel moment on va privilégier le développement durable, à quel moment on va privilégier la performance. Les deux ne sont pas opposés, c'est quand, où, à quel moment dans l'organisation. Oui, donc le travail, c'est justement de sortir de cette opposition qui nous met face à un mur, ou en tout cas qui nous fait choisir un camp par rapport à l'autre, et c'est de savoir quand on est l'un ou quand on est l'autre. Oui, et quand tu regardes le monde dans lequel on est, la polarisation auquel on assiste dans tous les pays, malheureusement, c'est tout simplement le reflet de la complexité d'appréhender l'ambivalence. Le monde est ambivalent. Or, notre cerveau nous pousse à le simplifier, soit pour un côté, soit pour l'autre. Et du coup, on perd toujours la vérité. Et on se confronte, et on s'oppose, et on simplifie, et on va dans le mur. Et alors ça, c'est intéressant parce que j'ai travaillé pendant quelques années dans une entreprise américaine où, en fait, il y avait toujours quelque chose qui revenait, qui faisait partie d'ailleurs à la fois des critères de sélection et de recrutement, mais aussi de improvement, comment on progressait. C'était toujours dealing with ambiguity. Et donc ça m'est resté parce qu'en fait, justement, pour reprendre ce que tu dis, à la fois, je me disais, en fait, oui, il faut que je me connaisse moi-même, il faut que je gère cette ambiguïté parce qu'elle est là tous les jours. Et puis, il y avait une autre partie de moi qui me disait, mais en fait, si l'entreprise faisait bien son boulot, je ne serais pas dans ces situations où je suis obligé de dealer avec cette ambiguïté. Donc c'est un peu ça vient des deux côtés, quoi. Oui, puis tu peux y ajouter executive maturity, tout. Voilà, bon. Je les ai vécus comme toi. En fait, on était otages d'injonctions de leaders qui ne savaient pas régler ces problèmes eux-mêmes. Donc, ils avaient compris que le monde était ambivalent. Ils avaient compris qu'on devait gérer les deux, court terme, long terme, global, local. Mais eux-mêmes ne savaient pas le gérer. Donc, ils nous balançaient ça comme une injonction et il fallait se débrouiller avec. Le problème, c'est qu'il fallait donner les clés. Si on ne donne pas les clés, on ne peut pas s'en sortir. Donc, c'était pire que ça. Non seulement on nous mettait dans des paradoxes, mais en plus, on nous culpabilisait du fait de ne pas pouvoir en sortir. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a une souffrance morale aujourd'hui dans l'entreprise. C'est parce qu'il faut donner les clés de cette complexité. Et le problème, c'est que les soft skills, ça reste quelque chose qui fait peur. Et comme tout le monde est dans son pilote automatique et ne veut pas en sortir, dès qu'on commence à parler de coaching, alors il y a beaucoup d'entreprises qui sont ouvertes aujourd'hui, on travaille avec une trentaine de boîtes qui ont bien compris l'intérêt. Mais si les Américains ont pris le coaching qui venait du sport pour le mettre dans l'entreprise, c'était pas pour sauver le monde, c'était pour créer de la valeur. Et il faut comprendre ça. Il faut comprendre que donner les clés de la capacité à gérer les ambiguïtés, c'est créer de la valeur dans l'entreprise.
Là, on a touché du doigt l'aspect de la connaissance de soi qui nous aide nous-mêmes à gérer ces situations, à être un leader. Mais tu parlais tout à l'heure aussi de cette connaissance de soi, de ce travail qui nous permet de débloquer ou en tout cas de développer l'intelligence collective, son aspect, son impact sur le travail en équipe. Ma question, c'est en quoi comprendre ma singularité va m'aider à comprendre celle des autres? Alors, je vais y répondre tout en rappelant l'importance de l'intelligence collective, parce qu'on le prend comme un acquis. D'ailleurs, encore une fois, on en fait très peu. Mais je le mettrai au regard du développement de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui est exponentiel de la mise en place de l'intelligence artificielle pour des raisons très valides dans l'entreprise, mais aussi pour des raisons de productivité. Très souvent, l'intelligence artificielle permet de réduire les effectifs. Formidable pour le projet sociétal. Mais quelque part, au même titre que l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place, on peut se poser la question de comment on va inciter chaque équipe à optimiser son potentiel collectif en mettant en place l'intelligence collective. Effectivement, si j'apprends à me connaître moi-même, j'apprends que finalement, je regarde le monde avec mon propre prisme naturel, culturel, ce que je suis, ce que la vie a fait de moi. Du coup, ça m'invite à des convictions, à avoir des certitudes. Et je me rends compte que très souvent, en face de moi, j'ai des personnes, des collaborateurs, des collègues, des patrons qui n'ont pas les mêmes certitudes que moi. Ça crée des tensions, ça crée des modes de fonctionnement différents. Ce qui m'énerve chez l'autre, si je comprends que finalement, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas comme moi et qu'il peut faire ce travail-là, j'y vois plus une tension, j'y vois une complémentarité. Ce qui m'énerve chez toi, c'est que tu es différent de moi et que tu fais les choses différemment de moi. Et maintenant, je comprends que tu me complètes. Si tu me complètes, on est plus fort à deux que tout seul. On a beau le dire 1000 fois, malheureusement, au quotidien, il y a encore beaucoup de gens qui l'appréhendent mal. Je comprends ma singularité. Du coup, je comprends que d'autres ont des singularités différentes. Je comprends du coup la richesse en présence et je la mets au service du projet collectif. Pour cela, c'est quoi ? Pour cela, c'est d'abord éviter nos biais, le biais d'affinité. Il y a plein de leaders qui recrutent des gens qui leur ressemblent. Tu m'étonnes. C'est tellement plus simple de fonctionner de la même façon. Ou le biais de confirmation, pareil. Quoi que tu dises, de toute façon, ça viendra confirmer mes certitudes. Donc m'ouvrir à moi-même, c'est m'ouvrir aux autres. Et la diversité extérieure, on l'a à l'intérieur. C'est pour ça que toi qui es différent de moi et qui m'énervait, maintenant que je vois que tu es complémentaire, c'est génial. Mais d'ailleurs, ce que tu fais que je ne fais pas, je peux apprendre à le faire moi-même. Ouais. Tu vois, c'est à deux niveaux. C'est je travaille sur moi pour être plus à même d'interagir avec les autres et de mobiliser l'intelligence collective, mais en plus, le groupe et les autres m'envoient à un travail sur moi-même pour aussi m'enrichir de leur talent que j'aime et que je n'ai pas activé. Clairement, promouvoir la diversité, visible et invisible, le sujet dans nos sociétés aujourd'hui, et heureusement qu'on le fait, c'est qu'on met un énorme focus sur la diversité visible. Hommes, femmes, orientation sexuelle, les religions, tout ça, formidable. Ouais. Mais on ne se préoccupe pas du tout de la diversité invisible, culturelle, cognitive. Or, elle est centrale dans notre fonctionnement. Donc voilà, bien travailler l'ensemble des dimensions de la diversité pour faire en sorte d'avoir des équipes qui reflètent toutes les perspectives, c'est mettre en place une équipe qui va être à même d'affronter tous les sujets, toutes les situations et ne pas fonctionner uniquement avec un pilote automatique qui fait toujours la même chose. CQFD. Oui, bien sûr, et en fait ça me parle. Et là, du coup, il y a toutes les questions sur comment, dans ce rôle de dirigeant, avec son équipe ou ses équipes, dépasser ses biais, ses jugements, des dogmes, valoriser les points de vue au lieu de les combattre, apprendre à questionner. Et quand je t'écoute expliquer ici que tout ça, c'est aussi en relation avec une connaissance de soi pour mieux s'ouvrir à l'autre, il y a plein de pistes et plein de réponses là, qui se présentent à moi. Oui, et ça change vraiment la nature du leadership. J'étais encore dans un grand groupe, tu sais, on travaille avec beaucoup d'entreprises, qui me disaient, on a une filiale, c'est incroyable. Ils ont mis un projet, ils sont allés dans le mur, une grande partie des collaborateurs le savaient, l'ont pas dit. Ou l'ont dit petitement, ils ne se sont pas fait écouter. En fait, pourquoi ? Parce que leur modèle de leadership, c'était la conviction que c'est le leader qui a l'ego et qui sait. Donc on ne va pas le remettre en cause, voire même, on ne va pas lui dire, parce que si on le remet en cause, c'est nous qui va remettre en cause. Donc si tu libères pas ça,
Ça marche pas. Mais ça, c'est la réalité de notre vie tous les jours. On n'en est qu'au début. C'est la passion de ma reconversion. C'est qu'on est dans une nouvelle frontière qui est de mobiliser les diversités, les singularités au service des projets d'entreprise, mais tout simplement des projets sociétaux. On est dans une transition où il faut qu'on change le monde. Donc si on ne le fait pas comme ça, on ne le fera jamais. C'est très intéressant que tu ouvres, en fait, parce que ça permet de faire un pas de côté que j'avais prévu de faire avec toi, qui était de se dire, en fait, finalement, la connaissance de soi, on a abordé un côté un peu théorique au début de l'entretien. Ensuite, on a vu comment, dans l'entreprise, ça pouvait nous aider à être un meilleur leader, enfin, en tout cas, à assumer mieux et à ce rôle de dirigeant. Mais alors là, si on fait un pas de côté, ou en tout cas, si on continue, si on tire le fil, c'est quelque chose qui est aussi valable dans sa vie privée ou dans sa vie hors de l'entreprise, parce que tout ce qu'on se dit, c'est aussi, on peut aussi le plaquer sur le leader que je suis ou le dirigeant que je peux être en famille, avec mes amis, en société. Alors oui, bien sûr, et c'est assez troublant de voir quand on accompagne des dirigeants, qu'on leur fait faire le CCTI, qui est la version Osiris du MBTI, ou l'intelligence de soi, qui est notre démarche. Tout de suite, ils réagissent en disant « Waouh, si j'avais fait ça avant, peut-être que j'aurais une relation différente à mes enfants ou à mes parents. » Moi, je te donne un exemple. Moi, j'ai un fils introverti. On est dans une famille d'extravertis. On fait beaucoup de fêtes ensemble. Et il avait besoin, très jeune, d'aller dans sa chambre. Et il revenait, il allait dans sa chambre. Et j'allais le chercher, j'allais le culpabiliser. Je lui disais, quoi, ça t'embête d'être en famille? Pourquoi tu contribues pas? Mais en fait, c'est tout simplement parce qu'il avait besoin de ces moments d'introversion. Et moi, dans mon pilote automatique d'extraverti, je le respectais pas. Or, il était aussi sociable que les autres. Et je me suis énormément culpabilisé quand j'ai compris ça, en me disant, mais c'est dingue, en fait, on passe notre temps à imposer nos modes de fonctionnement aux autres. Donc c'est vrai dans l'entreprise, mais effectivement, c'est vrai dans la communauté dans laquelle on vit, et ça change la relation qu'on a aux autres. Si tu prends les couples, dans le langage populaire, on dit « ma moitié ». Pourquoi ? Parce que très souvent, on trouve quelqu'un, un partenaire, qui a souvent des parties que nous n'avons pas. Et donc, on l'admire pour ça. On dit, waouh, il fait des choses que je ne sais pas faire. Il me complète. Et puis, 10 ans après, on va se séparer pour les mêmes raisons. Parce que justement, il est devenu chiant parce qu'il fait des choses que moi, je ne fais pas. Et du coup, il m'impose des fonctionnements. On se sépare presque toujours des personnes pour les mêmes raisons qui ont justifié le fait qu'on se mettait avec eux. Si on comprend ça, si on monte en conscience là-dessus, on voit les choses différemment. Et puis surtout, le talent qu'on a vu chez l'autre, on va l'acquérir nous-mêmes. Donc c'est vrai que ça peut changer la société. C'était Teilhard de Chardin qui disait « qui s'élève élève le monde ». Moi je crois, et c'est l'objectif de la raison d'être d'Osiris, c'est d'aider chacun à mieux se comprendre pour mieux gérer sa relation avec soi et avec les autres. Et on changera la société. Ouais, c'est passionnant, super. Merci. Et c'est une belle idée de penser qu'on démarre cette conversation sur un aspect un peu pro, sur le leadership, et puis qu'on la termine en ouvrant un peu sur cette citation. En tout cas, moi, ça me parle. Avant de se quitter, Bruno, j'aimerais bien essayer de faire un petit exercice, de résumer en quelques points ce que nous nous sommes dit pour ceux qui nous écoutent, en reprenant les éléments de ta pensée que tu as partagé, mais avec mes mots. En fait, une sorte de vision lucide, en fait, comme tu la pratiques, je le sais, à la fin des coachings avec tes clients. Alors, si je reprends quelques points, alors tout d'abord, on a été rapidement d'accord sur le fait que leadership et connaissance de soi étaient liés. Et tout au long de l'entretien, il me semble qu'on a fait en tout cas une démonstration de l'impact de la connaissance de soi, les bénéfices sur un meilleur leadership. Le deuxième point, c'était, je crois, en fait, je dirais qu'on a partagé aussi le fait que le leadership reposait aussi sur le maintien d'une certaine forme d'identité dans sa vie, en fait, d'un alignement qui nous permet de faire des choix en conscience dans toutes les situations. Et justement, ces choix en conscience, c'est un des bénéfices dont on a parlé de la connaissance de soi. Et puis le dernier point que je retiendrai aussi, qui m'a parlé, c'était finalement que,
En fait, j'ai retenu que nous sommes tous détenteurs de plein de choses, d'un pouvoir, de plein de potentiel, et de notre propre leadership, en fait, au-delà de ce qu'on nous impose ou de ce qu'on voudrait nous faire faire. Et en fait, que c'est notre responsabilité de s'y consacrer. Donc voilà, c'est ces 3 points. Est-ce que tu veux réagir à ça, ou en tout cas, est-ce que ça résume ce qu'on s'est dit aujourd'hui pour toi ? Oui, absolument. Et en entendant ce que tu disais, c'est aussi je dois être un peu un missionnaire maintenant. Je m'épate toujours de me dire, mais en fait, tu sais, sur le temple de Delphes, dans la Grèce antique, il y avait une phrase qui disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde ». Ça, c'était il y a plus de 2000 ans. Et on envoie des fusées sur la Lune, on met en place l'intelligence artificielle, et on n'avance toujours pas sur ce sujet. Allez, on commence à avancer sur ce sujet. Je suis quand même sidéré de voir la résistance, tu vois, dans l'entreprise. Encore une fois, il y en a beaucoup qui s'ouvrent, mais il y a encore des dirigeants qui me disent « Oh, j'ai pas le temps ou ni l'argent de faire du coaching individuel et collectif ». En fait, les gars n'ont pas le temps de s'entraîner pour être plus performants. Ça n'a pas de sens. Ouais. Donc, qu'est-ce qui les bloque ? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette résistance ? Donc, quand je dis missionnaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, je crois que chacun, en se mettant soi-même en chemin, a un rôle à jouer pour les autres, en les invitant à se mettre en chemin également. Et que l'entreprise, pour moi, est un formidable environnement pour inciter, permettre, donner l'opportunité à chacun de vivre son propre chemin. Voilà, donc à ceux qui encore aujourd'hui disent « Oh, est-ce qu'on a les moyens de faire du coaching ?» C'est se poser la question, est-ce qu'on a les moyens d'être performant ? Ben non, bien sûr que non. Voilà, donc en fait, un appel à tous les dirigeants et à tous ceux qui ont envie d'être plus performants pour démarrer ce chemin dans la connaissance de soi qui est, je pense qu'on l'a abordé aujourd'hui, tellement important. Merci Bruno pour ton témoignage sincère, ton engagement au service d'un leadership authentique, voilà, peut-être que je peux le qualifier comme ça après t'avoir écouté. Merci aux équipes de la boîte à son et à Lucas en particulier, à la technique aujourd'hui et à la post-production sur cet épisode. Et bien sûr, merci à tous les auditeurs de l'avoir écouté. On espère que vous avez apprécié et que vous avez désormais progressé dans cette compréhension et j'espère aussi dans cette volonté de poursuivre dans la connaissance de soi. J'espère que vous aurez tous fait un pas supplémentaire au service de votre propre style de leadership, unique, personnel, aligné, et que vous pourrez vous mettre tout ça en action sans attendre pour faire vos choix en conscience. Chiche. J'espère que cet épisode vous a plu, inspiré et fait réfléchir. Si c'est le cas, partagez-le, laissez un commentaire et je compte sur vous pour les 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour me suggérer des invités ou me faire part de vos retours, contactez-moi sur LinkedIn via Marc Jauget ou par email à l'adresse chiche@marcjauget.com. À très bientôt pour un nouvel épisode de Chiche.